Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans cette rencontre où nous avons la chance aujourd'hui au Festival du Livre, en partenariat avec France Télévisions, de rencontrer Maud Ankawa. Vous êtes tous là, je sais que vous êtes comme nous très heureux de pouvoir la découvrir encore un petit peu plus. Et pour commencer, je propose qu'on lui fasse une grosse salve d'applaudissements pour la remercier d'être là. Nous aurons également la chance d'avoir un petit moment de lecture pour découvrir encore plus concrètement ce livre par Raphaël Sodinos, qui est avec nous, qui est comédienne. Merci, Raphaël. Alors, Maud Ankawa, mais quelle histoire de dingue. 2017, on se tutoie, Maud, hein, on va faire comme dans la vraie vie, tout simplement, en toute sincérité. En 2017, tu décides d'écrire un livre. Ce n'était qu'il y a 6 ans. Et en 6 ans, tu fais des best-sellers sur best-sellers, Kilomètre Zéro. Ensuite, Respire, plus de 2 millions de lecteurs à ce jour. C'est un truc de fou. Et puis, ce livre, Plus jamais sans moi, qui vient de sortir chez Erol, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Erol et qui est dans la même lignée, tout aussi passionnant. Déjà, comment tu expliques ce succès incroyable de tes livres ? Bonjour. Déjà, je suis toujours très émue d'être devant vous parce que on écrit derrière un ordinateur et puis d'un coup, on est face à ses lecteurs. Alors, c'est toujours des moments très privilégiés. Tu disais à l'instant, c'est un honneur de la recevoir. Je crois que c'est un honneur surtout pour les auteurs de recevoir leurs lecteurs dans un salon comme celui-ci. Paris, c'est ma ville. Alors forcément, j'ai encore plus de vibrations, même si j'adore voyager un peu partout. Comment j'explique ? Je crois que ça ne s'explique pas. D'ailleurs, je parlais souvent avec mes éditeurs et quand je suis rentrée chez Erol, la directrice générale m'a dit quelque chose de très inspirant. Au moment où on cherchait la couverture de Kilomètre Zéro, puisque j'avais moi-même fait une auto-édition pour mes amis. Et elle me disait, mais tu sais, on n'a pas la vérité, on ne sait pas, parce que si on le savait, on ferait que des best-sellers. Et j'ai trouvé que c'était très inspirant parce que finalement, on ne sait jamais. On se lance dans quelque chose, on aime quelque chose, on a à cœur de faire quelque chose. Et puis à un moment, la magie opère. Et je crois simplement que s'il y a un élément auquel je pense qu'on peut raccrocher ce succès, c'est, je crois, l'authenticité. Parce que 90% de mes livres sont vrais. Que ce soit Kilomètre Zéro, Respire ou Plus jamais sans moi, c'est des morceaux de ma vie, c'est des choses que j'ai vécues, les endroits sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Et donc, je pense que quand on se met à nu et comme dans tous les projets, finalement, quand on est dans cette authenticité, je crois qu'on est de cœur à cœur avec celui qui reçoit le texte. Donc, je crois que les lecteurs qui ont adhéré à ces livres-là se sont aussi mis à nu. Et c'est ce qui fait qu'on est une grande famille de 2 millions aujourd'hui. Ça résonne beaucoup. Ce qui est complètement fou, tu l'as dit, c'est qu'à la base, tu voulais écrire ce livre, le premier livre, Kilomètre Zéro, pour tes amis, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai réuni une centaine de personnes. Alors, j'ai pas 100 amis, mais entre la famille, les gens que j'aime, enfin voilà. Et je leur ai dit, alors que j'en avais parlé à personne, voilà, j'ai écrit un livre et je l'ai écrit pour vous. Donc, plutôt que d'aller chez Copytop, j'avais une ancienne vie dans la com, dans l'agence de communication. Donc, j'avais été voir un imprimeur que je connaissais. Et je lui ai dit, écoute, j'ai écrit un livre, tu veux pas m'aider à le mettre en page ? Je voudrais choisir un beau papier. Et puis, j'ai imprimé 100 bouquins que j'ai offerts à mes amis lors de cette soirée. Et puis, ils ont commencé à me rappeler une semaine après. Non, mais c'est génial. Bon, alors, c'est mes copains, ils vont pas me dire que c'est nul non plus. Donc, j'y croyais pas du tout. Mais ça leur plaisait. Ils me disent non, mais vraiment, je voudrais que tu en imprimes d'autres parce qu'on voudrait pouvoir les offrir autour de nous. Je dis, passez votre livre. Moi, j'en ai pas d'autres. J'en ai imprimé 100 pour vous. J'en avais même moi-même pas. Et puis, un ami s'est emparé du truc. Il m'a dit, attends, moi, je te fais un site internet. T'en réimprimes 500. Et puis, les 500 sont partis en 2-3 jours. Puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont commencé à me faire signe. Ils m'ont dit, bon, Maud, il faut qu'on vous rencontre. Là, il se passe un truc magique avec votre livre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je dois dire que c'est une bonne idée de rencontrer les éditeurs parce que les amis qui s'étaient emparés du truc faisaient avec moi tous les week-ends les cartons d'expédition. Parce qu'au début, 100 bouquins, ça se fait bien, mais quand il y a des palettes de 5000 bouquins qui arrivent devant chez vous, vous imaginez, hein, genre vous venez à Paris, le livreur avec un smirmorque, alors 5000 bouquins, ça fait beaucoup de livres. Et puis là, il me laisse la palette en plein milieu du trottoir en disant « Vous signez là ».
Et là, je me retrouvais avec un building de bouquins. Donc, j'ai appelé les copains qui ont tous quitté le boulot. On dit, bon, eh ben, vous venez, il faut les rentrer à la cave maintenant. Et puis, on envoyait tous les week-ends les bouquins partout en France. C'est fou, mais en développement personnel, on dit quand on est sur notre juste chemin, l'univers entier conspire pour nous aider. Et tu en es la preuve vivante. Juste pour terminer sur ce chapitre, qu'est-ce qui t'avait donné envie de transmettre quelque chose à tes amis? Ça vient d'où, cette envie-là? Alors en fait, mon ADN, c'est vraiment le voyage. Je viens du monde de l'entreprise, mais j'allais en entreprise parce que j'étais passionnée par les relations humaines et le voyage. Et je trouvais que ça alliait bien, justement, les relations humaines, les égos, hein, pour faire qu'une société fonctionne bien, il faut d'abord comprendre qu'une société, c'est des individus et pas un produit. Et ça me permettait de voyager. Et donc, j'avais vraiment envie, et c'est eux qui m'ont demandé d'ailleurs, dans cette philosophie de vie que j'avais découverte à travers tous ces voyages, des cultures différentes, des pays différents, des philosophies de vie différentes. J'avais envie de partager des choses qui m'étaient chères. Et quand j'en parlais dans le fil rouge de ma méthode de management, tout le monde me disait, mais attends, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Et quand j'ai vendu ma dernière boîte à Dassault, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire un livre pour mes amis. Mais je leur avais jamais dit parce que je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Et puis une phrase après une autre, ça a été un peu laborieux quand même. Voilà, j'ai eu envie de partager ça. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait vraiment là. Mais ce livre, il est empreint de développement personnel. Tu es coach aujourd'hui. Tu étais déjà coach à l'époque? Oui, alors ça fait 25 ans que je fais du développement personnel. Hein, j'ai 50 ans, donc ça fait quand même la moitié de ta vie. La moitié de ta vie. mais j'ai toujours été vraiment passionnée de ça. Donc en plus de diriger des sociétés, vraiment mon but, c'était de comprendre l'être humain. C'est ça qui m'intéressait. Je viens du monde d'Excel, hein, je viens du monde de la finance. Mais vraiment, derrière ça, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment les gens fonctionnaient, comme je fonctionnais aussi, puisqu'on est en apprentissage tout le temps. J'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis au début. Donc c'est vrai que je ne sais pas si je dois avancer en reculant, moi. Mais du moonwalk. C'est exactement ça. Ah, c'est pas mal, ça. Mais voilà, le sujet, c'est ça, c'est de comprendre, en fait, cette relation avec les gens qui me passionnait. Et c'est venu de là. C'est devenu de là et depuis toujours, ça a été vraiment une passion et ça l'est toujours. Tu comprends et du coup, tu nous aides à comprendre, sans doute une des raisons aussi du succès de tes livres. Alors, revenons maintenant à ce livre, Plus jamais sans moi, ton 3e livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et qu'est-ce que tu as voulu transmettre? J'avais envie de partager un thème qui m'est particulièrement cher, qui est l'amour, mais l'amour avec un grand A, parce qu'il y a tellement de formes d'amour. Hein. Et d'ailleurs, en France, on a un mot un peu galvaudé, parce qu'on dit aussi bien je t'aime que j'aime le chocolat, que j'aime un gâteau, que j'aime bien le décor, que le mot aime est le même en français, alors que dans plusieurs langues, il y a parfois plusieurs thèmes enfin plusieurs mots autour de ce thème. Et finalement, je parlais souvent de l'amour et de la peur, qui sont les deux possibilités. On peut être soit dans l'ouverture de cœur, soit dans la peur d'un événement ou de jalouser, enfin voilà, de se laisser rattraper par cet ego. Et j'avais vraiment envie de faire un livre sur le thème de l'amour, puisque moi-même, je traversais ces moments de compréhension autour de l'amour. Et donc voilà, j'ai eu envie de parler de ce thème principal. Pour moi, c'était avant tout cette rencontre. Et encore une fois, je crois que Plus jamais sans moi, qui correspond à un moment de ma vie, hein, parce que les 3 livres sont vrais pour de vrai. Mes amis me disent tu es l'addition des personnages. Et je crois vraiment que je suis l'addition des personnages. Aussi bien celui qui enseigne que celui qui vit, que celui qui a peur, que celui qui est en colère, que celui qui est en joie, etc. Donc je traverse vraiment ce que vivent mes personnages. Le titre Plus jamais sans moi évoque le programme. C'est-à-dire, on se réintègre, on redevient l'acteur, l'artiste de sa vie. Oui, il y a un truc en nous qui est dès notre naissance. Hein, en tant qu'être humain, on aime vivre des choses, on est spontané, etc. Et puis on nous explique, non, mais tu dois pas être comme ça, tu dois être plutôt comme ça. Et puis tu sais, ça se fait pas de faire ci, ça te fait pas. Et puis finalement, on commence à enfiler des costumes et puis après on devient la fille de, enfin on est la fille de, et puis après on devient la mère de, et puis la salariée de, enfin voilà, on enfile un tas de costumes et on ne sait plus vraiment qui on est. Plus jamais sans moi, c'est un retour vers soi, vers qui on est vraiment. C'est comment se retrouver au plus profond de ce qu'on est, de ce qui nous anime, déconnecté de tous ces costumes finalement qu'on endosse et qui sont fondamentaux hein, dans le monde dans lequel on vit. Mais on se rend compte que quand on voyage, et surtout, puisque le voyage là, que je propose, c'est sur Compostelle, quand on voyage sur Compostelle, on s'aperçoit qu'on part avec un tas de peurs et finalement...
dénué de tout ce qu'on peut emmener, de tous nos apparats, ben, on se retrouve au plus profond de soi. Donc c'est un peu c'est surtout le voyage que j'avais envie de proposer dans ce livre-là. Tu peux peut-être en profiter pour nous pitcher le livre, qu'on sache de quoi on parle. Alors, Plus jamais sans moi, c'est l'histoire de Constance, qui est une avocate brillante et qui vient d'être embauchée dans un cabinet d'excellence. Et ça, c'était le rêve de sa vie, d'être embauchée dans ce cabinet-là. Et alors qu'elle signe son contrat d'embauche, donc là, c'est vraiment le Graal, à ce moment-là, la directrice générale lui dit bah, « Ok, mais maintenant, pour valider ton embauche, il va falloir que tu fasses une période d'essai. » Bon, bah, ça, c'est tout à fait classique. Dans tous les boulots qu'on fait, on fait une période d'essai. Sauf que la période d'essai, là, elle doit tirer au sort l'endroit où elle va devoir la faire. Et ça, c'est pas du tout au programme. Parce que pour elle, elle rentrait dans le cabinet, elle faisait sa période d'essai et puis point. Et là, elle va devoir tirer une destination pour faire cette période d'essai. Et elle n'a pas le choix, sinon elle n'est pas embauchée. Et là, elle tire la période d'essai et elle voit chemin de Compostelle. Et la voilà embringuée sur la route de Compostelle, là où elle doit faire finalement qu'une semaine, puisqu'elle a décidé d'arrêter très vite. Ben, il va se passer plein de choses, plein de rencontres, et puis plein de découvertes. Et elle va faire la connaissance de gens qui vont lui permettre de rencontrer, de rencontrer une autre vision de l'amour, une autre vision d'elle-même aussi. Et je crois que c'est un chemin qu'on emprunte tous d'une façon ou d'une autre, pas forcément Compostelle d'ailleurs, mais à un moment de sa vie où on se remet en question, où on voit les choses un tout petit peu différemment. Et c'est un moment aussi que j'ai vécu et que j'aime particulièrement. Compostelle, ça fait des années que je le fais et c'est un retour à soi et un retour aux sources. Donc le livre parle de différentes postures, positionnements par rapport à l'amour. Tu as 3 personnages de femmes principales qui vont un peu s'accompagner, cheminer ensemble, qui évoquent 3 places un peu différentes. On va peut-être parler de ces 3-là. Donc Constance, elle, on peut dire que c'est la dépendante affective. Oui, complètement. Elle est folle amoureuse d'un homme marié, donc forcément c'est un peu complexe. Et lui promet qu'il va tout quitter, et puis finalement elle attend toujours à ce que ça se passe, et elle est dépendante de lui, complètement dépendante, et puis elle a le sentiment que sans lui sa vie n'aurait plus de sens. Donc effectivement 3 femmes de 3 demi-générations, hein, puisque Manon a 30 ans, Constance en a 40, et Louise qu'elle va rencontrer également en a 50. Et 3 versions différentes d'un chemin différent qui vont s'apporter beaucoup tout au long du chemin, justement. Oui, alors Louise, justement, hein, on va creuser ses personnages. Elle, c'est la femme qui a passé tout le chemin de Constance et aujourd'hui, elle a atteint l'agapé. Tu peux nous expliquer ? Alors Louise, elle a fait le choix de quitter sa vie, de quitter la personne avec qui elle avait vécu des années, parce qu'elle était plus heureuse. Ce qu'elle veut, c'est atteindre l'agapé. L'agapé, c'est l'amour inconditionnel à l'autre, ce qui met toute une vie et pas que. C'est-à-dire que pour atteindre l'agapé, il faut vraiment aimer l'autre assez suffisamment pour que ce soit assez inconditionnel et donc d'accepter un certain nombre de choses. Ça, c'est son rêve. Donc elle a cheminé et en fait, à chaque fois, je le disais à l'instant à un ami tout à l'heure, pour arriver à remplir d'autres choses sa tasse, qui est pleine, bah, il faut à un moment accepter de la vider pour pouvoir la remplir de quelque chose qui nous convient vraiment. Sauf qu'au moment où on la vide, bah, là, il reste le grand vide abyssal dans lequel on est quand on se retrouve seul face à soi. Et Louise, elle a dépassé ça, là où elle explique à Constance que peut-être que pour commencer, il faut se retrouver soi-même et accepter ce vide, c'est-à-dire ne pas remplacer une relation par une autre relation. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, on a tellement peur d'être face à soi et d'être seul qu'on passe d'une relation à l'autre et puis on se rend compte que on repart en manque d'amour vers l'autre. Hein. D'ailleurs, je le dis dans le livre, on ne va pas vers l'autre en amour, mais en manque d'amour. Et on attend que l'autre comble nos carences. Alors évidemment, ça crée quelques étincelles, parce que chaque fois qu'on arrive vers l'autre en manque d'amour, moi je ne crois pas au fait qu'on soit la moitié et l'autre soit notre moitié. On n'est pas 2 moitiés, on est 2 êtres humains pleins qui arrivons plein vers l'autre. Et quand on arrive plein vers l'autre, eh bien, on n'attend pas que l'autre soit à l'image de notre manque. Et voilà, Louise, elle a passé ça, donc elle est seule, hein, elle est sur le chemin, mais elle a passé ce cap de, voilà, l'important pour moi, c'est de m'être retrouvée et d'arriver pleine vers l'autre. C'est un peu le mentor, la guide, quelque part. Et donc la 3e Laronne, c'est Manon. Elle, c'est une femme qui est dans le plaisir immédiat,
la rencontre, donc on croit qu'elle n'a pas peur de l'homme, etc. Et en fait, on comprend qu'en fait, elle se Manon, elle protège. a 30 ans, elle a tellement peur de souffrir, tellement peur d'être aimée pour ce qu'elle est, que finalement, elle va de relation en relation. Et puis, elle se dit, voilà, la vie, c'est du plaisir sexuel, etc. Donc, effectivement, alors que Constance, elle est folle amoureuse de son Lucas. Louise, qui lui explique que non, il faut être entier. Bon, bah là, on a Manon, c'est tout le contraire. C'est amusons-nous, vivons, brûlons par les deux bouts la chandelle. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, on s'attache pas et au moins, on souffre pas. C'est 3 versions un peu différentes. Et puis, elles vont s'aider à voir les choses un peu différemment les unes les autres. Ce qui amène la richesse et des âges et de Compostelle qui finalement on change. Moi je fais le Compostelle chaque année, pas entièrement, hein, pas les 3 mois, mais j'amène des gens sur Compostelle et puis moi-même je chemine seule ou des fois à 2. À chaque fois on y va différemment parce que soi-même on change à chaque seconde. La première fois que tu es allée sur Compostelle, c'est au moment où Kilomètre Zéro était publié, c'est ça? Complètement. En fait, quand j'ai voulu offrir le livre à mes amis, j'avais vu avec l'imprimeur qu'il allait être imprimé, les fameux 100 exemplaires, qu'il allait être imprimé à une date précise. Et je lui dis, bah, moi, je vais partir sur Compostelle, parce que ça fait très longtemps que je veux faire Compostelle. Et puis, je vais cheminer en même temps que la machine à impression va tourner. J'avais quelque chose d'un peu dans le cœur, comme ça, dans la croyance que si on cheminait sous les étoiles tous ensemble en même temps que la machine, bah, peut-être que le livre irait un tout petit peu plus loin que mes 100 copains. Disons un petit peu plus loin, c'est un euphémisme. Et du coup, justement, Compostelle, toi, ça t'a apporté quoi personnellement? 1000 choses. Déjà, moi, je suis partie seule la première fois sur Compostelle. Et Compostelle, c'est assez magique parce que, bon, déjà, il y a une grande solidarité. Donc, les chemins, c'est un chemin de grande randonnée. Hein. La voie du Puy, c'est un des chemins de grande randonnée, un des principaux de France. Il y a une énorme solidarité sur Compostelle. Donc, déjà, on part seul, mais on n'est jamais seul. Il y a toujours du monde, on croise des gens, on retrouve des gens, on fait des amitiés. Moi, j'ai rencontré des gens et qui sont restés des amis. Et on retourne en enfance, c'est-à-dire qu'on n'est plus la fille d'eux, on n'est plus l'écrivain, on n'est plus la dirigeante, on n'est plus la salariée, on n'est plus la mère d'eux. On est juste soi avec soi et on chemine. Et ce qui est assez hallucinant sur Compostelle, c'est que au début, c'est pas notre habitude parce que on le voit bien, dès qu'on a un petit moment dans la vie, on se laisse rattraper par le téléphone, les réseaux, un coup de fil. On est sans cesse en train de remplir un planning. Alors que sur Compostelle, au début, on part, en tout cas, moi je suis partie avec ce que j'appelle dans le livre les au cas où, c'est-à-dire on part avec les bouquins au cas où j'ai peur, les médicaments au cas où je m'ennuie, on a 12 ou 15 kilos sur le dos, là où j'impose à mes groupes de partir avec 6 ou 7 kilos, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup moins. Sauf que les 12 ou 13 kilos, on ne peut pas les porter, on peut les porter quelques mètres, pour les plus courageux, 1 ou 2 kilomètres, mais après c'est tellement lourd qu'on est obligé de lâcher tous ces occasions. Mais c'est très intéressant, pardon, je t'interromps, les occasions, parce que nous, les femmes, souvent, on a des sacs hyper remplis dans la vie, avec des au cas où j'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela. Et moi, ça m'a fait un choc quand j'ai lu le livre, parce qu'effectivement, ça traduit des peurs. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas ceci ou j'ai pas cela? Donc même au-delà de Compostelle, mais ça c'est tous tes livres en fait, c'est qu'on les ramène à nos vies, à nous, et on peut aussi, ça permet de décrypter puis de lâcher aussi des choses, ce fameux au cas où. Donc pardon, je t'ai interrompu, non, mais c'est important de le dire. On part avec des kilos de au cas où, de kilos de peur sur le dos, et le problème c'est que les kilos sont extrêmement lourds. Parce que comme je le dis, si je prends cette bouteille, et forcément, je suis une femme de 50 ans, je peux la porter. Sauf que si je la garde comme ça, je peux la porter. Mais au bout de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, je ne suis pas sûre de savoir la porter 1 heure, elle va devenir de plus en plus lourde. Et c'est exactement ce qui se passe sur Compostelle. Vous partez avec 12 kilos, là c'est bon, vous êtes en forme, mais au bout de quelques mètres, une montée, etc., ça va devenir de plus en plus lourd. Et pourtant, on a toujours le même poids sur le dos. C'est ça qui est assez effrayant de voir. Et puis on se rend compte surtout qu'on ne s'ennuie pas. Des pharmacies, il y en a à tous les 2 kilomètres. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Il ne nous arrive pas à la fois la gastro, le mal de tête, le machin. Non, ça n'existe pas. Et puis si vraiment il nous arrive quelque chose, il y a toujours un pèlerin qui saura nous filer un Doliprane qu'on lui rendra un peu plus loin. Donc c'est très simple. Et évidemment, on part 10 jours. Alors, on prend 10 t-shirts, 10 shorts, 10 pantalons
Au final, on n'a pas besoin de tout ça et on se rend compte que le moins on a sur soi et le plus libre on est, le plus léger on est. Et je crois que c'est pareil dans la vie. Le livre, il parle aussi des peurs dans l'amour, mais aussi sur Compostelle. Elle va partir pendant une semaine toute seule comme ça. Elle a une peur énorme. Et on se rend compte dans ce livre aussi que les peurs, c'est des constructions de l'esprit. Et comme tu dis, finalement, on trouve des solutions et c'est pas grave, en fait. Je crois qu'on est pétri par nos peurs parce que notre cerveau est focalisé sur les peurs. On focalise toujours sur ce qui ne va pas. Et c'est normal parce qu'on est des êtres sociaux et à la base, on était nés pour chasser, pour pêcher. On n'avait pas le frigo dans lequel on avait tout. Donc, on avait peur de tout parce que c'est un instinct de survie. Comme un animal, dans la forêt, va être sur le qui-vive parce que si on n'était pas sur ce qui-vive, on mourrait. Sauf qu'on a évolué, on a grandi, on s'est industrialisé, etc. Et on devrait avoir beaucoup moins de peur. Sauf que notre cerveau, qui est quand même en grande partie archaïque, aussi belle soit la machine, est toujours focalisé sur ce qui ne va pas et nos peurs. Donc c'est une habitude, une philosophie de vie, vraiment du quotidien, que de décentraliser ses peurs vers justement ce qui va bien. Souvent on se dit, et d'ailleurs notre système éducatif, que je ne critique pas, il a aussi ses avantages, mais on va vous pointer les fautes à votre dictée. Vous avez fait 3 fautes. Génial, vous avez fait 3 fautes. On devrait vous dire, vous avez écrit 200 mots super bien. Non, là on vous dit, vous avez fait 3 fautes. Donc on pointe toujours les erreurs et nous, dans notre esprit, bien évidemment, on part avec toutes ces peurs et dans quoi qu'on fasse dans la vie, et j'en parlais lors d'une conférence, en fait, les bas, ce qu'on appelle des échecs, l'échec c'est juste un bas. Or pour réussir, il faut accepter de tomber. Et le problème dans le fait de tomber, c'est qu'on se dit, non, si je tombe, c'est que je suis en échec. Et c'est pour ça qu'on abandonne nos projets, parce que à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, imaginer qu'on ne va pas tomber, c'est juste impossible. C'est impossible. Parce que les bas font autant partie des hauts dans ce processus de réussite. Et ça, c'est peut-être un peu ce qui nous manque. Donc oui, on part avec nos peurs. Dans tout ce qu'on fait, on part avec nos peurs et nos peurs et nos peurs et nos peurs. Et malheureusement, on ne vise que ça. Donc c'est juste normal. Encore une fois, le sujet, c'est pas de ne plus avoir peur, parce qu'on aura toujours peur. Parce que la peur, c'est la base, c'est l'émotion de base. Quand on quitte notre confort, on appelle ça une zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est notre connu. À la seconde où on se déplace un peu, c'est l'inconnu et il y a de la peur. Moi, je suis arrivée ici, j'ai pas l'habitude de faire l'agora tous les jours. Je l'ai fait l'an dernier, mais je le fais pas tous les jours. Donc, naturellement, c'est beaucoup plus confortable d'être au stand VIP à boire un petit café tranquille. Et c'est confortable. À la seconde où j'arrive à l'agora, il y a une émotion de peur qui arrive. C'est pas grave d'avoir peur, elle fait partie de notre quotidien. Et juste, c'est de l'apprivoiser, de se dire, tiens, c'est normal que j'ai peur. Pourquoi la peur parle toujours de danger? C'est quoi le danger, là, avec une assistance de bienveillance comme ça? On pourrait se dire, il n'y a pas de danger, et puis il n'y a pas un lion qui va arriver de n'importe où. Ah, quoique, je vois du monde à droite, à gauche. Mais vous voyez, il y a pas de... Et pourtant, il y a une peur qui arrive. Pourquoi? Parce que le danger, c'est peut-être mon image, je vais peut-être être critiquée, je vais peut-être... Ah, je la voyais plus petite, je la voyais plus grande, je la voyais plus grosse, je la voyais plus maigre. Et tout ce schéma-là fait que intrinsèquement, il y a une peur qu'on peut naturellement mettre de côté très vite, mais acceptons aussi ça. Acceptons que, oui, la tristesse fait partie de notre vie et elle est normale, toutes ces émotions sont normales et elles sont vitales. Donc les peurs en font partie. Et c'est aussi tout le chemin que Constance a à faire, parce que Constance, au début, tout ce qu'elle voit, elle voit vraiment tout en noir, en négatif. Il n'y a jamais rien qui va, il n'y a jamais rien qui est bien. Et finalement, son cheminement, c'est de finalement réfléchir, appréhender les choses différemment. C'est important, ça aussi. C'est au-delà de voir les choses en noir. En fait, elle est tellement amoureuse, et ça, c'est notre focus quand on a un problème ou quand on est axé sur quelque chose, c'est qu'on ne voit plus que ça. Notre problème ou notre amoureux ou notre amoureuse, et il n'y a plus que ça qui compte. C'est-à-dire que là, c'est le focus, comme s'il n'y avait plus rien qui existait autour. Et grâce à ces rencontres, elle va se rendre compte qu'en prenant un petit peu de distance par rapport au problème, il y a peut-être autre chose à voir, il y a peut-être autre chose à aller chercher en soi. Et finalement, le problème est bien moins important qu'on ne le pense. Donc c'est pour ça, dans son négativisme, c'est surtout que, comme ça ne va pas avec Lucas, puisqu'elle part sur le chemin de Compostelle, comme ça ne va pas avec lui ou ça ne va pas comme elle veut, bien naturellement, elle a l'impression que sa vie s'arrête à cet élément-là.
Comme on peut le faire des fois dans notre quotidien. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai eu un problème avec mon lave-vaisselle. Alors évidemment, j'ai pas du tout prévu ça ce jour-là, sauf que c'était quelques jours avant Noël, toute la famille déboulait à la maison, et là, je me dis, oh, on n'est pas très très bien. Et à ce moment-là, plutôt que évidemment de passer son temps à ressasser, bon, bah, il y a une solution, on va appeler le plombier, hein, et puis on va trouver des solutions. Bon, bien qu'en période de Noël, c'est pas si simple. Mais effectivement, notre esprit va se focaliser sur le problème. Et d'un coup, notre vie s'arrête au problème. C'est pas un problème grave pour autant. Je peux en parler aujourd'hui et j'y repense parce qu'on en parle. Mais la réalité, c'est que j'y penserai plus dans quelques temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à focaliser effectivement sur des problèmes. Alors évidemment, un problème de lave-vaisselle, c'est beaucoup moins grave qu'un problème de couple ou d'une rupture ou d'un licenciement et autres. Mais à ce moment-là, on devient notre problème. Et je crois que ça aide juste de prendre un peu de distance. Bon, rassure-nous, ça va mieux ton lave-vaisselle. Il va très très bien. Je suis tombée sur un plombier fantastique. Génial. Très bien. On va peut-être en profiter pour écouter le début que Raphaël va nous lire. Raphaël qui est comédienne et qui va nous lire quelques pages pour nous plonger dans l'histoire de Constance, sacrée histoire. Des mois que Constance attendait ce poste. Elle n'en revenait toujours pas. Elle relut une énième fois le contrat, mais ne trouva plus une virgule à déplacer. Parfois, une ponctuation changeait le sens d'une phrase ou laissait possible une interprétation. Elle le savait bien. Elle en avait joué plus d'une fois pour remettre en question une procédure et gagner des procès qui échappaient aux meilleurs de ses confrères. Diplômée depuis plus de 10 ans de l'école du barreau, elle avait quitté sa Provence natale pour Paris, ou plutôt pour Lucas, dont elle était tombée amoureuse lors du congrès annuel des avocats de France, 5 ans auparavant. Il l'avait très vite embauchée dans son prestigieux cabinet. Tout pouvait sembler idyllique, excepté que Lucas était marié. Et même si elle profitait de sa présence chaque jour au bureau, rares étaient les week-ends qui lui étaient offerts. Ce mode de vie la faisait souffrir, mais elle l'aimait. Il lui avait fait promesse sur promesse, mais à chaque fois, au moment de passer le cap et de s'engager avec elle, il faisait marche arrière et restait avec sa femme. Elle avait plusieurs fois tenté de s'éloigner, mais c'était encore plus douloureux. Alors, elle s'était résignée à l'attendre. Ce poste était une opportunité pour rendre justice à ses talents d'avocate. Lucas ne l'avait jamais élevée au rang d'associée, et pourtant elle savait au fond d'elle qu'elle en avait non seulement les qualités, mais aussi les compétences. Le fait qu'il ne l'ait jamais promue était sans doute sa façon à lui de la garder sous sa coupe et de la faire patienter. « Tu es magnifique, je suis tellement heureux pour toi !» s'exclama Tristan, qui la regardait depuis l'embrasure de la porte de la salle de bain. Tristan, son meilleur ami, avait toujours été son premier fan. Il s'installait régulièrement chez lui à Paris quelques jours lorsqu'il rendait visite à ses clients. Il conceptualisait des sites internet et la capitale restait plus dynamique que hier où il habitait. Mais cette fois-ci, il allait rester plus longtemps. Son grand rêve était de devenir œnologue. En plus de son travail, il suivait des cours du soir et l'examen était dans moins de 2 mois. Constance le regarda tendrement, puis le serra dans ses bras avant de finaliser son maquillage d'une touche de rouge à lèvres qui alluma le désir de son ex. « Non, 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 ne m'approche plus !» s'écria-t-elle, affolée, en tapotant les mains coquines de son ami qui tentait de se glisser sous la veste de son tailleur. Tristan considérait que leur idylle de jeunesse l'autorisait encore à quelque familiarité. Elle s'écarta d'un pas. Son ex était un amoureux de l'amour, un dragueur né, même s'il savait parfaitement que c'était sur le terrain de l'amitié que leur histoire s'était déplacée et perdurerait. « Comment me trouves-tu » lui demanda-t-elle en replaçant une mèche rebelle qui la contrariait. « Sublime, comme toujours. »« Je stresse. Mais de quoi? Vous êtes tombés d'accord sur les conditions, il ne reste qu'à signer. Le champagne est au frais pour ce soir, j'ai hâte de fêter ça. »« Et si je n'étais pas à la hauteur ?»« Arrête, tu vas être top comme toujours. » D'un pas décidé, Constance remonta à l'avenue des Champs-Élysées. Malgré ses peurs, elle était heureuse.
Entrer dans cette société était un aboutissement pour elle. Un cabinet d'élite dont elle allait faire partie, une belle revanche sur Lika qui ne lui avait jamais permis de prendre son élan. Certes, elle le verrait un peu moins souvent, mais elle allait enfin voler de ses propres ailes. Il lui avait fait une scène quand il avait appris qu'elle avait postulé ailleurs, et qui plus est, chez un concurrent de taille. Mais il ne croyait pas à son embauche, et encore moins qu'elle puisse accéder à un poste d'associé. Elle allait lui prouver qu'il avait tort et qu'elle en était capable. Constance marchait à vive allure, sa chevelure brune ondulait dans la brise matinale, au rythme de ses talons hauts qui martelaient le pavé. Ses proches lui rappelaient souvent sa prestance, quand elle se sentait fragile et peu sûre d'elle. Elle contourna le Fouquet's et se posta quelques instants sur l'avenue Georges V, observant du trottoir d'en face la façade de l'immeuble du cabinet H et Associés. Une certaine fierté s'empara d'elle, en même temps que l'émotion la gagnait et que ses peurs la submergeaient. « Et si je n'y arrivais pas ?»« Ne sois pas idiote », s'encourageait-elle à haute voix avant de traverser. Bravo. Merci beaucoup, Raphaël. Maud, je te vois sourire en écoutant. Je suis émue par ta lecture parce que je suis incapable. C'est souvent que les journalistes me disent ce serait bien que tu lises un passage. Alors je le fais des fois, mais tellement maladroitement. Bravo. C'est hyper émouvant de lire à côté de l'auteur ou de l'autrice. Non, mais je suis incapable de faire ça. Et bravo parce que tu le fais comme jamais je pourrais le faire, mais comme mes personnages pourraient le vivre. Donc bravo. En fait, tu pourrais continuer. On pourrait se faire une séance comme ça, on va se trouver un endroit, je sais pas, il y a peut-être une autre salle. Et puis on va partir avec Raphaël, elle va nous lire le livre. D'ailleurs, j'en profite pour... moi, je n'écoute pas de livre audio. Et je sais combien il y a beaucoup de lecteurs, mais qui font aussi de l'audio. Je suis... pareil, c'est une comédienne qui le lit. On m'avait proposé de l'enregistrer. J'ai dit non, ça c'est un autre métier. Et c'est vraiment un autre métier. Et c'est fabuleux d'écouter les livres racontés. Parce que j'ai l'impression d'écouter une nouvelle histoire. Donc merci Raphaël. Merci vraiment. Tu t'es dit, elle est trop chouette cette histoire. Je me suis fait cette recherche. Je me suis dit, je suis fascinée par la voix de Raphaël qui la raconte avec... merci vraiment. L'extrait que Raphaël nous a lu, déjà, le livre commence par une première petite révolution pour Constance, parce qu'elle est quand même sous le joug de cet homme qu'elle aime, qui lui fait mille et une promesses, qu'il a embauché dans son cabinet, mais il reste toujours à sa petite place et pas de promotion. Donc déjà, ça commence par quelque chose de très courageux de la part de Constance. Oui et non. Moi, je dis que, et je le prône aussi, c'est que on accepte ce qu'on veut accepter. C'est pas toujours la faute des autres. Alors évidemment, là, on pourrait dire Lucas, il a le mauvais rôle, c'est lui qui la garde sous sa coupe, etc. Et c'est vrai. Mais de l'autre côté, elle accepte aussi ça et elle accepte cette dépendance un peu à lui, cette fascination, etc. Jusqu'au moment où, d'ailleurs, quand elle se réveille, elle se rend compte que finalement, lui n'a pas changé et elle change son comportement, ce qui change la relation. Donc, je crois en cette responsabilité de chacun. Mais vraiment, ça, je le prône. Je l'ai prôné toute ma vie avec mes salariés. On est tous responsables de ce qu'on vit. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu vas me dire « Attends, Maud, j'ai eu un accident de la vie terrible, c'est pas quand même de ma faute, etc. » C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que... et moi aussi, j'en vis. Et dans la santé, j'ai passé 15 fois sur le billard. Enfin, donc je suis en train de dire je suis aussi responsable de ce qui se passe. Mais on ne le fait pas forcément exprès, c'est ça la différence. Par contre, on peut vivre les choses différemment de ce qui nous arrive. On est tous face à des accidents de la vie, je le dis tout le temps, si je demandais à chacun d'entre vous ce qu'il a vécu dans son enfance, on serait effaré de voir les réponses qui sont plus dramatiques les unes des autres, parce qu'on a tous vécu des drames qui semblent plus ou moins importants pour les uns et les autres, mais on a tous vécu nos drames. Et qu'est-ce qu'on fait pour le transformer? Parce que, bien sûr, on est victime d'un drame, mais quand on est victime d'un drame, est-ce qu'on pleure toute notre vie sur ce drame ou alors on le transforme en quelque chose pour inspirer? Et je crois que ça, c'est vraiment important. Donc, pour revenir sur Constance, qui est évidemment plus à blâmer sur l'instant, c'est aussi de sa responsabilité que d'accepter des choses qui ne sont peut-être pas acceptables, jusqu'au moment où elle se prend en main. Qu'est-ce qui fait justement qu'on ne prend pas cette responsabilité? C'est notre vie.
Bah, il y a aussi toutes ces peurs, il y a je suis pas capable et on l'entend, cette voix sans cesse, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, moi je suis moins bien que les autres, bah, les autres sont meilleurs que moi, d'ailleurs je vois bien, je m'exprime mieux, moins bien, je suis plus grande, je suis plus petite, je suis trop grosse, je suis trop maigre. Finalement, cette voix nous rappelle à ce fameux bas dans cette réussite. C'est-à-dire que réussir, je le dis souvent, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais quand on tombe, on a le sentiment que c'est en bas que ça se passe et que bah, moi, j'ai que les bas. Et c'est vrai, je prône plutôt le contraire dans la réussite, qui est que souvent on me dit oui, mais toi tu fais un truc et tout réussit. Mais c'est pas vrai. En fait, je tombe 1000 fois avant que vous puissiez voir cette réussite. C'est vraiment comme un iceberg. On voit le faste de c'est magique, tu vis un grand truc, etc. Mais oui, mais il y a tout aussi le reste. Et tout le reste, c'est 15 heures par jour de travail, c'est des sacrifices, c'est que j'aime aussi et que j'accepte aussi, mais c'est pas facile. Quand j'écris, je procrastine des heures et des heures, j'y arrive pas, je tombe, ce que j'écris est nul, etc., etc. Avant d'entendre qu'il y a 2 millions de lecteurs qui me suivent ou 3 millions maintenant. Donc, vous voyez bien que la réussite, c'est toujours penser qu'il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de bas pour arriver en haut. J'avais un guide qui s'appelait Karma, hein, dans l'Himalaya, il s'appelait réellement Karma, hein, pour parler du destin, c'est quand même génial. Et qui me disait, voilà, pour arriver tout en haut, bah, on est monté, on est descendu, puis on est remonté, puis on est descendu. Et moi, je le dis toujours, hein, à l'image d'un électrocardiogramme, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Si t'es à l'horizontale, c'est que t'es mort. Donc les bas font partie de cette vie. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de bas. Mais les bas, c'est pas un échec. Quand j'ai édité Kilomètre Zéro, je voulais absolument être prise à la FNAC, parce que j'allais souvent à la FNAC, je suis parisienne, donc on a plus de FNAC. Et j'habitais à côté d'une FNAC. Et quand j'arrivais à la FNAC avec mon auto-édité, j'allais voir le libraire de la FNAC, je dis, bon, bah, j'ai écrit un livre, j'aimerais bien qu'il soit référencé à la FNAC. Alors il me regardait avec des grands yeux, il dit, ah non, mais attendez, ça se passe pas du tout comme ça, il faut un éditeur, etc. Et je ne comprenais pas l'idée, parce que c'était un vrai livre, et je me suis dit, plutôt que de faire des cartons, bah, c'est chouette, je vais leur donner des stocks, et puis voilà. Et puis j'ai eu un nom, puis un deuxième nom, puis il faut un éditeur, puis il faut un éditeur, puis il faut un éditeur. Mais à chaque fois, j'allais voir une personne différente, jusqu'au moment où, au bout de 33 noms, j'ai eu un oui. Et je me suis fait référence à la FNAC. Alors on pourrait dire c'est 33 échecs. Bien sûr que ces 33 noms, on peut les assimiler à des échecs, ou pas. On peut simplement se dire que pour réussir, eh ben, il faut accepter de tomber et retomber et retomber et retomber, parce que le non fait partie de ce processus de réussite. Et quand on garde ça en tête, alors il n'y a plus de cas où vous ne pourrez pas réussir. J'entendais, moi j'avais une lectrice qui me disait dans une dédicace, j'ai changé ma vie, moi je rêvais de faire du coaching, donc je me suis lancée dans des formations, j'ai fait du coaching, et j'ai fait des super formations, et puis j'ai commencé à monter mon site, et puis c'était pas facile, mais j'ai beaucoup travaillé, jusqu'au moment où j'en suis là, où j'arrive pas à monter ma patientèle, donc là je suis à 2 doigts d'abandonner. Mais je crois qu'il n'y a pas un coach qui n'a pas pensé abandonner. Il n'y a pas une réussite, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui n'a pas pensé abandonner, bien sûr. Mais ces bas font partie de ce processus d'apprentissage qui font qu'à un moment, si vous ne lâchez pas, ben vous vous relevez. À chaque fois que vous tombez, vous ramassez quelque chose d'ailleurs. Une expérience, une idée, quand on est près du sol, on voit plus près ce qui se passe en bas, on ramasse quelque chose et on remonte en selle. Et c'est à ce moment-là qu'on réussit. Quand je commençais les salons, mais il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ce monde, il y avait personne d'ailleurs, il y avait tout ce monde-là pour la file d'à côté. Mais moi, je prenais mon bouquin, j'expliquais mon bouquin, je dis voilà, j'ai créé un livre qui me plaît, et puis j'allais voir les gens qui attendaient pour Guillaume Musso ou pour quelqu'un d'autre, et je leur expliquais ce que j'avais fait. Et puis 1 + 1 + 1, à un moment, eh ben, ça arrive. Donc ne croyez pas que ça arrive facilement pour les autres et pas pour vous. Vous commencez quelque chose, vous avez une idée, vous avez une intuition, vous êtes courageux déjà d'aller la suivre, cette intuition. Il ne peut pas y avoir de réussite sans tomber beaucoup plus de fois que de réussir. À l'image d'un enfant qui marche, on tombe en moyenne 2000 fois de tout notre poids avant de réussir à marcher. 2000 fois de tout notre poids. Et pourtant, on se relève et on se redresse. Donc moi, c'est ma barre d'ailleurs, je le dis toujours. Tant que je ne suis pas tombée 2000 fois, j'essaye encore. Dans tous les projets que je fais, si je ne suis pas tombée 2000 fois, j'essaye encore. Et vous allez voir qu'on tombe 10 fois, on tombe 20 fois, on tombe 33 fois pour la FNAC. Mais au final, à un moment, on y arrive. Donc ne lâchez rien, parce que je trouve ça très, très courageux que d'essayer. Extrêmement courageux. Et d'ailleurs, pour te rendre justice, ça fait effectivement 6 ans que tu as écrit ton premier livre, mais c'est une vie de travail
de recherche, c'est-à-dire que ça fait pas 6 ans que tu les prépares, tes livres, en réalité. Et ça aussi, on oublie de les compter. C'est juste, en fait, déjà, je pensais jamais que j'écrirais, parce que bon, j'ai commencé à écrire sur Excel, hein, je le dis souvent, donc Excel, copier-coller cellule à chaque phrase, c'était un enfer. Mais je connaissais pas Word, je viens du monde de la finance, et vraiment, c'est ce qui me... T'écrivais tes livres sur Ah Excel? oui, pour de vrai, Ah oui, cellule après. Enfin, tu viens de loin, je là. me suis dit à un moment, il faut que je fasse un programme pour relier toutes ces phrases, ou alors apprendre Word. C'était plus facile d'apprendre Word. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est... oui, c'est des années de recherche autour de ce qui me passionne et des relations humaines. J'étais pas du tout dans l'esprit d'écrire un livre. Et puis à un moment, pourquoi pas ce projet-là? C'est ça. Encore une fois, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez cette petite voix intérieure qu'on a tous, hein, c'est pas un truc farfelu de percher. C'est juste on a tous cette voix qui nous dit tiens, c'est ça. Je sais que je suis pas au bon endroit ou c'est ça que je veux faire, mais oui, mais j'y arriverai jamais. Ok, cette petite voix, elle va revenir tout le temps. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Jusqu'au jour où on essaye, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on a un petit peu mal aux genoux, on se relève et on y arrive. Donc ne lâchez rien. Je ne peux que prôner ça pour tout le monde. Moi, je venais pas de ce monde-là, je connaissais personne dans le milieu de l'édition, je connaissais aucun écrivain, j'ai commencé sur Excel. Donc, vous voyez bien, la barre est très, 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 très basse hein, pour moi. Et il y a un moment, quand ça doit s'aligner, parce que vous faites les choses avec cœur, pour une vraie motivation. Et moi, ma motivation, c'était si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison d'essayer et de continuer. D'ailleurs, quand tu parles de tomber, d'échecs, d'accidents, etc., c'est peut-être aussi là pour nous apprendre ce qu'on n'a pas encore appris, nous faire comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. D'ailleurs, il arrive à Louise, dans le livre, tu l'expliques, à un moment, elle a plusieurs fois des foulures, je pense, et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Je veux bien que tu nous expliques ça. Oui, en fait, le corps nous parle. Alors moi, j'ai pas écouté pendant des années, mais le corps nous parle tous les jours, chaque seconde. Il n'y a pas un mal qui n'exprime pas quelque chose. Il y a un livre de Jean-Michel Oudoul qui exprime justement les définitions de tous ces mots. Le corps nous parle et nous, dans notre éducation, enfin en tout cas dans la mienne, on est sans cesse sur notre cerveau. Bon, alors si ma machine là-haut va bien, tout va bien, mais non. Moi, je vous dis, je suis passée 15 fois sur le billard parce que j'écoutais pas mon corps et pourtant, il me parlait. J'ai fait des arrêts cardiaques. Enfin bon, je viens de loin aussi, mais en fait, le vrai sujet, c'est que on n'écoute pas, alors que la boussole intérieure, on en parlait en tout début de rencontre, ce sont les émotions et le corps. Le mental est très intéressant, mais à partir du moment où on a écouté tout le reste, c'est un peu comme si on se disait je vais demander à mon ordinateur mes prochaines vacances. Alors on peut monter des logiciels, calculer les statistiques du nombre de personnes qui partent en août et à quel endroit. Bien sûr, on peut faire ça, mais ça ne nous dira pas vraiment où on a envie de partir. Alors que c'est dans le cœur que ça se passe. Si j'écoute mon cœur en fonction de mon état physique, de quoi j'ai besoin là maintenant si je devais partir en vacances, est-ce que c'est d'aller à la montagne, est-ce que c'est d'aller sur une île, c'est pas l'ordinateur qui va sortir ça, c'est notre vibration, notre corps qui va nous parler, qui va nous faire ressentir. Et à ce moment-là, je peux me jeter sur mon ordinateur en disant ok, là c'est plutôt une île. Tiens, sur quelle île je pourrais aller, quel est le climat du moment, et ça l'ordinateur va nous sortir toutes les informations qu'il faut. Mais si je demande à mon ordinateur de savoir où je veux partir, bah malheureusement, il ne va pas savoir à ma place. Et je crois que c'est ça le sujet, c'est vraiment d'arriver à revenir à ce que notre corps ressent. Et les mots pour ça, hein, ne croyez pas qu'on a mal quelque part parce qu'on n'a pas de chance. Non, on a mal quelque part parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qu'on ne ressent pas, il y a un truc qu'on ne veut pas se dire, il y a un truc qu'on ne veut pas voir. Et effectivement, elle se fait une entorse. Et l'entorse, c'est justement l'attachement au fait de ne pas vouloir faire de la peine à quelqu'un, se sentir retenu alors qu'on a envie de s'envoler. C'est cette phrase célèbre, hein, la maladie, c'est le mal a dit. Le mal nous parle. Exactement. Le mal est en train. C'est la bonne santé qui s'exprime en fait. Hein. C'est pas la maladie. On en a tous peur évidemment parce que c'est quand même très lié à la souffrance. Mais c'est la bonne santé qui s'exprime qu'il y a un truc qui ne va pas. Tiens, je suis en train de t'alerter qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, très bien. Alors, on parle évidemment, on l'a dit, d'amour hein, dans ce livre. Et on découvre en fait que pour pouvoir vraiment aimer, en fait, il faut se faire face à soi-même et qu'il y a une peur énorme de faire face à soi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Au fond,
à partir du moment où on n'arrête pas de nous mettre des costumes et nous faire entrer dans des cases, notre croyance, c'est qu'on n'est pas aimable au sens de pouvoir être aimé tel qu'on est. Oui, quand on est petit, non mais tais-toi, t'es trop agité, alors que toi t'es juste en train de t'éclater parce que t'as vu un truc, ça te fait rire pendant 3 quarts d'heure. C'est le propre des enfants, hein, ils s'esclavent sur un truc. Et là, t'as 3 ans et on te dit non, mais calme-toi, là, calme-toi. Non mais t'es pas excité, t'es juste heureux. Mais ça se fait pas. Tu vas couper une conversation, et sans cesse on va te redresser parce que tes parents font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Vous aussi, hein, peut-être des parents dans cette salle, mais chacun fait du mieux qu'il peut. Sauf que l'enfant, lui, il va enregistrer qu'il n'est pas aimable tel qu'il est. Donc soit il est trop timide, soit il est trop excité, soit il est trop ceci, soit il est trop cela. Enfin, il est toujours recadré. Et donc notre croyance, c'est quoi? C'est à un moment de se dire, puisque je ne peux pas être aimé tel que je suis, je vais tenter d'être aimé comme l'autre attend que je sois. Alors c'est les parents d'abord, hein, c'est mon père veut que je sois comme ça, alors je vais me mettre un peu comme ça, et puis ma mère elle veut que je sois comme ça, et puis ma maîtresse elle veut que je sois comme ça. Puis finalement on va jouer de tout ça pour devenir quelqu'un. Donc le sujet c'est que à la seconde où on se retrouve face à soi, on ne sait plus qui on est. On est un bout de la maîtresse, un bout de la mère, un bout du père, un bout des copains, un bout de son petit copain, de sa petite copine. Et au final, on n'est plus vraiment nous-mêmes, puisque nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. Donc se retrouver avec soi, c'est horrible, puisqu'on a le sentiment qu'on n'est pas aimable. Il y a une partie de nous qui a ce sentiment qu'il n'est pas aimable. Et c'est justement en enlevant petit à petit tous ces costumes qu'on a portés, qui sont un peu lourds, qu'à un moment, on va découvrir que finalement, on est quelqu'un d'extraordinaire. Mais tous, hein, c'est pas toi, c'est pas moi, on est tous extraordinaires. Vous connaissez la probabilité qu'on a de naître? Est-ce que vous connaissez la probabilité qu'on a de naître? Il y a un chercheur qui a calculé cette probabilité. On a une chance sur 700 trillions de naître. Alors, 700 trillions, c'est un 7 et 14 zéros derrière. Hein, donc, c'est tellement grand que moi-même, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Une chance sur 700 trillions de naître, ça veut dire qu'on n'a quasiment aucune chance de naître. Et pourtant, on est là. Donc on est des trésors, quoi. Il faut être clair. Non mais rencontrez-vous après la conférence. Hein. Allez vous voir. Salut, moi je suis un trésor. Toi t'es quoi? Toi t'es un trésor aussi. Mais allez vous voir pour de vrai. Vous imaginez là, on se regarde tous un peu dans le métro comme ça. Non, mais on est tous des trésors. Une chance sur 700 trillions. C'est la probabilité que votre père rencontre votre mère. Déjà qu'il faut qu'il naisse, que le grand-père ait rencontré la grand-mère. Enfin bon, je vous passe tous les détails. Mais et puis que au moment où vos parents ont décidé de se rencontrer et d'aller plus loin, il faut qu'ils aillent plus loin. Que cet ovocyte rencontre ce spermatozoïde. Enfin bref. Une chance sur 700 trillions, quoi. Donc, on est des trésors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelque chose à offrir aux autres. On a quelque chose. Mais tous, hein, il n'y a pas que le voisin qui est génial. Si vous acceptez de tomber, si vous acceptez de voir ça en vous, si vous osez, vous êtes là, vous avez osé. Je veux dire, vous êtes en train de passer des secondes de votre vie avec nous, là, aujourd'hui, que vous ne récupérerez jamais. Cette seconde-là, vous n'allez pas la vivre 2 fois. Donc vous êtes venu là, vous avez osé, vous avez pris votre place, vous pourriez être à manger des chips devant une série Netflix. Et tout va bien avec ça. Mais vous avez osé être là et transformer quelque chose. Mais je crois que c'est ça, c'est d'aller chercher en soi ce qui est fondamental parce qu'on a quelque chose à offrir et tout le monde a ça à offrir. Il n'y a pas que les autres. Donc oui, revenir à soi pour vivre ça, c'est fondamental. Vraiment fondamental. Alors, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on fait ce qu'on peut, comme on peut, parce qu'on a eu toutes ces injonctions sociales, sociétales, éducationnelles, etc. Tu as des pistes pour nous dire, tiens, comment je peux faire pour revenir à moi? Alors déjà, la première chose, à chaque fois qu'on veut se lancer dans quelque chose, moi, ce qui m'aide, c'est déjà de le décider. Quand vous décidez de vous dire, OK, super, là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je veux revenir à moi, par exemple. Mais déjà, le simple fait de le vouloir, c'est de dire, je sens bien que je suis plus dans ce que je suis vraiment. Je n'ai pas le sentiment d'être vraiment moi-même. J'ai pas le sentiment j'ai le sentiment que j'ai été cassée par mon éducation. J'entends souvent ça au coaching. J'ai accompagné longtemps des gens en individuel. Et j'entendais des gens qui étaient profondément cassés parce que les parents, parce que la maîtresse, parce que le frère, je ne sais quoi. Parce que beaucoup ont subi aussi des choses. On a tous subi des choses difficiles. Et on se dit, on est finalement ces blessures, on représente ces blessures-là, et comme on a été victime, je ne serai plus jamais quelqu'un de bien. Bon, mais déjà, le fait de décider, de se dire, non, là, je sens que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une part de moi qui y croit encore, il y a une part de moi qui sait que
Je suis quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir le faire, mais déjà le fait d'oser, c'est la première chose, de mettre de la conscience dessus. Après, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Tout le travail sur soi, on dit toujours, oui, mais c'est long. Oui, c'est long, ça prend une vie. Et encore, j'allais dire, on avance de millimètre en millimètre. Mais le millimètre que vous allez faire, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Quand vous allez prendre conscience de certaines choses, quand vous allez changer certaines choses, beaucoup vous diront, oui, bon, moi, je n'ai pas vu le changement de ce que tu as fait. Mais on s'en fout. L'important, c'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, à chaque fois que je détends un millimètre, j'ai l'impression d'avancer grandement parce que ce millimètre-là, il est acquis pour toujours. Par exemple, quand on se met en émotion, des fois on est en colère, on se dit oui, mais moi j'aimerais changer ça, je suis toujours en colère. Mais si déjà vous mettez de la conscience sur le fait que vous êtes en colère et qu'elle est normale, eh bien plutôt de passer 1 semaine en colère après quelqu'un, peut-être que vous allez passer que 2 jours. Mais vous avez déjà gagné 5 jours. Et puis au lieu de passer 1 heure après, ce sera peut-être une demi-heure, mais vous allez déjà gagner une demi-heure. Dire que vous ne serez plus jamais en colère, je ne vous le souhaite pas déjà. L'émotion de la colère est une émotion saine comme toutes les autres émotions. Mais en tout cas, elle ne vous gâchera pas la vie pendant des heures et des heures. Et c'est ça, le travail sur soi, c'est réduire un petit peu cette période d'inconfort. C'est tout. Tu parles aussi d'être capable d'être seul avec soi-même. Tu dis d'ailleurs, la capacité à aimer dépend de notre capacité à être seul. Et une dernière chose aussi, aider les autres. D'ailleurs, tes mentors, en général, dans tes livres, remercient l'autre d'avoir pu l'aider parce que ça lui a donné aussi énormément. Et tu rappelles qu'on est des êtres sociaux. Complètement. Je pense que le fait de se tourner vers les autres, ça aide aussi beaucoup. Et aider les autres, c'est s'aider aussi soi-même. Et aimer les autres, c'est effectivement arriver un peu plus plein de qui l'on est, plein de qui on est pour pouvoir arriver vers l'autre sans ce manque. Sinon, on attend de l'autre qui comble ce manque. Voilà, tu aides beaucoup de monde, Maud Ankawa. Merci infiniment pour tout ce que tu nous offres. Maud Ankawa, Plus jamais sans moi, aux éditions Erol. Merci beaucoup à Raphaël d'avoir partagé ce livre aussi joliment. Alors, Maud vous attend en dédicace juste là. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, encore un énorme applaudissement. Merci pour tout ce que tu nous as offert. Merci et merci à tous. Et merci à toi, Isabelle. Vraiment, merci.